Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va voir comment obtenir des plantes gratuites, des plantes gratuitement. Et tu vas voir, c'est pas si difficile que ça, même si tu habites en ville. Il y a plein de moyens pour avoir des plantes gratuites. On verra ça donc dans une deuxième partie du podcast. Avant tout, je voudrais parler un petit peu du lien qu'on a avec la nature, avec les plantes, les animaux, tout ça. Mettre un petit peu l'accent là-dessus. Et puis voilà, je t'invite à te poser tranquille. Format podcast, format tranquille. Si tu veux, va dans ton jardin, va faire une petite balade, prends soin de toi, écoute ce podcast en même temps que tu fais tes tâches quotidiennes et puis voilà quoi. Donc, comme je disais, bon, l'arbre, pour l'humain, il y a plusieurs utilités. On peut s'en servir pour faire de l'ombre, on peut s'en servir pour faire de la fraîcheur, on peut s'en servir pour faire du bois de chauffage, de la nourriture, des feuilles pour son compost, du BRF, on peut aussi s'en servir pour les animaux, la biodiversité, pour attirer de la biodiversité dans notre jardin. On peut s'en servir de support pour faire grimper des plantes ou accrocher des trucs dessus sans blesser l'arbre. On peut aussi s'en servir pour capter le carbone dans l'air et le remettre dans le sol et libérer encore plus d'oxygène. On peut s'en servir pour aussi dépolluer l'atmosphère, parce que l'arbre il va absorber des polluants gazeux, il va aussi retenir les particules fines, etc., etc. Il y a plein d'utilités pour l'arbre. Il ne sert pas juste à faire joli ou à donner à manger. L'arbre, c'est vraiment la vie sur Terre après l'eau, voilà, parce que l'eau quand même c'est avant l'arbre, mais l'arbre vraiment c'est sans lui il y aurait pas, on serait pas là quoi. Donc il sert pas uniquement à faire de la nourriture, il a vraiment plein de fonctions et c'est vraiment intéressant de toutes les prendre en compte pour pour aménager son jardin, pour savoir pourquoi on va planter tel ou tel arbre à quel endroit, etc., etc. Il y a un truc aussi, c'est que souvent on a l'impression dans son jardin que souvent la plupart des gens en fait ils ont l'impression que plus leur jardin va être vide, tondu, un joli gazon bien tondu, bien vaste, bien grand, en fait voilà ça donne l'impression de grandeur justement. Et en fait pour moi je trouve que c'est pas du tout ça. En fait j'ai l'impression que une grande étendue de gazon, c'est pas si grand que ça. Et en fait, une fois que tu commences à planter des choses, à faire des chemins, planter des arbres, planter des massifs, peut-être mettre une mare ou des choses comme ça, en fait, l'effet de grandeur est démultiplié. J'ai vraiment l'impression d'être perdu pas dans la forêt, mais voilà. Je trouve que quand on rajoute des arbres, on va pas gâcher de l'espace ou rapetissir son espace ou avoir une impression que c'est plus petit ou qu'on est enfermé comme ça entre quatre murs, j'ai envie de dire. Mais vraiment, ça donne plus de choses à voir et ça donne une sensation d'avoir plus d'espace. Enfin, en tout cas, c'est ce que je trouve. Je sais pas si toi, tu es d'accord avec ça. N'hésite pas à le dire en commentaire ou à me contacter pour échanger sur ce sujet. Mais je trouve qu'on a un lien très particulier à la nature qui fait que on est bien, on est captivé. Il y a un truc aussi aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus d'études pour prouver que la nature c'est bien pour l'homme. Il y a des études qui ont montré que marcher 20 minutes par jour dans la forêt, ça fait du bien. Ou quand on met des plantes dans un intérieur, les personnes, par exemple dans les hôpitaux, quand on met des plantes, les personnes elles guérissent mieux, ou quand elles ont une vue sur un jardin aussi, elles ont une meilleure convalescence que par rapport à si elles avaient une vue sur un autre bâtiment et ainsi de suite. Ouais. Aujourd'hui, je trouve un peu marrant qu'on ait tous ces discours, toutes ces études scientifiques qui reviennent pour nous rappeler comme ça, la nature ça fait du bien. Je trouve ça un peu marrant parce que finalement il suffit de se balader une demi-heure dans la nature et de se rendre compte que ça fait du bien, on se sent revitalisé, on se sent réénergisé et voilà, il y a ce lien particulier qu'on a avec la nature, les arbres, la forêt, tout ça. Et d'ailleurs pour argumenter un peu tout ça, ça n'a rien à voir, mais 70% des haies ont disparu en France depuis l'apogée du bocage.
Donc je trouve qu'en ce moment c'est un sujet assez important aussi. Depuis alors le bocage rapidement pour ceux qui savent pas, c'est avant dans les champs en agriculture on n'avait pas des grands justement des grandes étendues avec les tracteurs tout ça. On avait des parcelles agricoles beaucoup plus petites et donc il y avait plus de paysans et en fait pour séparer ces parcelles agricoles on creusait souvent des fossés pour faire circuler un peu l'eau et on faisait des talus où on plantait des haies, des petites haies et du coup bah voilà il y avait plein de haies comme ça dans nos campagnes avant et après il y a eu après la guerre il y a eu le grand remembrement où il a fallu justement rapporter les tracteurs dans les champs pour faire une agriculture un peu plus intensive et du coup on a commencé à arracher des haies pour justement faire de la place pour que les tracteurs puissent circuler et tout ça. Et en gros, c'est environ 2 millions de kilomètres de haies. Donc c'est 2 millions de kilomètres de haies, ça représente environ 50 fois le tour du monde qui ont disparu en fait. Dans ce remembrement, juste en France. Hein. Juste en France, il y a 2 millions de kilomètres de haies qui ont disparu depuis un siècle, quoi, un petit peu plus d'un siècle. Et aujourd'hui, encore, ça continue. Même si aujourd'hui, il y a beaucoup de programmes sur la plantation de haies dans les campagnes. Là, je t'invite à réécouter mon podcast sur l'agroécologie, où j'en parle. Et donc aujourd'hui, on replante des haies de plus en plus pour ramener tous ces végétaux, tous ces avantages dont on a cité au début de podcast, d'avoir des arbres. Et aujourd'hui encore, donc, il y a environ 24 000 km de haies qui disparaissent par an, en comptant, à l'intérieur de ces 24 000 km, en comptant aussi les haies qu'on plante. Donc on est encore dans une descente. Il y a pas, chaque année, il n'y a pas plus de haies qui sont plantées, mais voilà, entre le ratio plantage-arrachage, voilà, on est encore dans le négatif. On est à 24 000 km de haies en moins par an. Et c'est en constante augmentation. Pour l'instant, j'espère que ça va changer dans les prochaines années. Mais voilà. Tout ça pour dire que, on en revenant à cette période-là de grand remembrement qui s'est passé après la guerre, dans les années 50, et après la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 1950, les paysans, en fait, il y avait beaucoup donc d'arrachage de haies et il y avait beaucoup d'endroits où les paysans en fait ils étaient complètement chamboulés, complètement il y a beaucoup eu de suicides à cette époque-là parce que les gens en fait ils s'étaient tellement attachés à ce paysage, à voir ces haies, à marcher dans ces haies que juste le fait de voir que tout ça allait disparaître, tout ce qu'ils avaient tout le décor de leur enfance parce que c'était leurs parents, leurs grands-parents qui faisaient la plantation qui avaient modelé tout ce paysage et eux ils avaient grandi là-dedans et en fait on a vraiment un lien très 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 intime, très très puissant avec la nature et voilà il y a un témoignage que je vais vous lire, un témoignage d'une dame là qui avait justement subi dans ces années 50 l'arrachage de haies autour de chez elle. Et elle disait en fait c'était donc je lis son extrait, hein, je la cite. Donc c'était un labyrinthe de petits chemins. On allait chercher des mûres, des châtaignes. C'était un terrain de jeu magnifique. Il y avait des bois, il y avait des clairières, des champs entourés de talus. Les talus sont des constructions humaines qui partagent les terrains, faites pour protéger les champs de l'érosion et aussi pour permettre à la faune et la flore de se développer. Sur ces monticules de terre, il y avait des arbres. Voilà, c'était son petit témoignage. Et voilà, c'était vraiment... d'ailleurs, je vous mettrai... il faudra que je mette le podcast en description. C'est un podcast que je crois, c'est France Inter, je crois. Non, Radio France. Et voilà, c'est un podcast de 20 minutes, une demi-heure où cette dame Jacqueline témoigne sur comment elle a vécu tout ça. Et voilà, quoi. C'est vraiment, on a un lien très, très particulier avec la nature. Et donc, c'est important de planter plus d'arbres. Si tu as même un petit jardin de 50, 100, 150,
mètres carrés ou plus ou moins, bah, c'est important d'avoir des végétaux à sa fenêtre, sur son balcon, et ça fait toujours du bien. Et on peut faire ça sans dépenser des milliers et des cents, sans courir les jardineries. Et vraiment, on peut avoir des plantes gratuites, même faire du terreau gratuitement en faisant un petit compost comme ça dans ton pot de fleurs. J'en parle aussi dans un autre podcast. Tu recherches comment faire une culture en lasagne en pot de fleurs. Tu trouveras des podcasts ou même des articles que j'ai écrits. Et vraiment, juste avec les moyens du bord, on peut cultiver sur son balcon des balconnières, des plantes, des arbres, des arbustes. Et vraiment, je t'invite à te reconnecter comme ça au vivant et à utiliser, donc comme le principe de permaculture numéro 5 dit, à utiliser et valoriser les ressources et les services renouvelables pour chercher aussi des plantes gratuitement. Alors comment on va faire pour avoir des plantes gratuites? Donc il y a trois grandes méthodes pour le faire. Déjà, ce que tu peux faire en premier, c'est de conserver les graines, les pépins et les noyaux. Moi, chez moi, dans ma cuisine, j'ai un bocal que je laisse toujours ouvert pour bien que ça sèche, où je mets des noyaux d'olive, des pépins de pommes, où je mets tout ce qui est graines, noyaux, pépins, et que j'ai envie de récupérer. Je le fais un petit peu sécher des fois. Ça peut être aussi un noyau d'avocat. La mangue aussi, ça fait des jolies plantes, les avocats, les mangues. L'autre fois, j'étais même chez mon ostéopathe, et il avait dans son cabinet, il avait un caféier, et j'avais jamais vu à quoi ça ressemblait. Et je t'invite à aller voir à quoi ça ressemble. Je trouve que c'est une plante d'intérieur qui peut être assez sympa dans notre climat. Après, je sais pas si ça va faire des graines de café, mais c'est vraiment une jolie plante, et apparemment ça ne demande pas beaucoup d'entretien. Tu peux oublier un petit peu un arrosage de temps en temps, et ça devrait le faire. Donc, en revenant à notre cuisine, donc dans ta cuisine, tu verras, dans tes déchets de cuisine, de temps en temps, prends le réflexe comme ça de mettre des noyaux, des pépins ou des graines, des légumes, des fruits que tu manges. Tu les mets de côté, et de temps en temps, ce que tu peux faire, c'est les jeter. Si par exemple dans ton jardin, tu as un coin qui est un peu plus sauvage, où il y a pas mal de ronces par exemple, tu peux jeter les graines comme ça dans ce coin-là. Et tu dis, dès que j'ai des graines, je vais là-bas, je les jette, des prunes, des abricots, des cerises. Là, ça va être l'époque des cerises, des abricots et tout ça, des pêches. Donc voilà, n'hésite pas à garder les graines, à les balancer comme ça, si t'as un coin dans ton jardin. Déjà, c'est une bonne façon de planter des arbres gratuitement. Et donc voilà, une petite astuce, si ton coin de ronces, il est un petit peu loin, ça t'embête d'aller jusque là-bas, tu peux fabriquer un lance-graines. Alors je m'explique. Tout simplement, c'est comment ça s'appelle là? Tiens, un lance-pierre, voilà. Mais sauf que tu fais un lance-graines. T'as juste à trouver une bonne branche en forme de Y, et tu peux tendre entre les deux sommets du Y, une chambre à air de vélo. Tu prends un bout de chambre à air de vélo, tac, tu le tends, et voilà, tu peux t'amuser à chaque fois que tu manges un fruit, tu mets la graine comme ça dans ton lance-graine, et paf, tu vises le coin où il y a un peu de ronces dans ton jardin, et c'est marrant. Du coup, ça fait une activité un peu marrante à faire, et les enfants, ils doivent bien aimer aussi faire ça. Donc c'est intéressant de se fabriquer son petit lance-graines pour le jardin. Comme ça, tu restes sur ta terrasse, et paf paf, tu lances des graines, et tu sèmes des arbres fruitiers gratuitement dans ton jardin. Tu peux aussi, si t'as pas forcément de coin sauvage, ou que t'as plus envie de partager, par exemple, ce que tu peux faire, c'est les planter dans des godets, dans des petits pots de terreau. Voilà, tu te prépares 2-3 petits godets de terreau là, et de temps en temps, hop, tu mets une graine dedans, tu mets une petite étiquette pour te rappeler ce que c'est, parce qu'après on oublie. On se dit ouais, je vais m'en rappeler, puis 2 semaines après on oublie. Donc oublie pas la petite étiquette qui va bien. Et voilà, après tu pourras aussi justement ce que tu peux faire, c'est troquer ou donner les graines, les plants. Après, voilà, ce que tu peux faire, c'est
troquer soit les graines, soit aussi tu peux rejoindre des groupes Facebook aussi. Il y a des grainothèques aussi, il y en a de plus en plus un peu partout. Tu peux aller voir le jardin de tes voisins et puis voilà, faire du troc et de tes graines et aussi des petits plants si tu fais des semis dans les godets comme je t'ai dit. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est multiplier les plantes qui sont déjà en place chez toi. Tout simplement, tu as peut-être déjà des plantes que tu aimes bien et par exemple, tu as un romarin ou tu as un myrtillier, un cassis et voilà, tu te dis pourquoi pas, tu pourrais pourquoi pas faire des boutures de ces plantes et les mettre à différents endroits de ton jardin. Voilà, je disais le romarin, ça se bouture assez bien, le myrtillier aussi, le cassis aussi, ça se bouture super bien, on ne croirait pas, mais c'est assez facile à faire. Et voilà, donc tu peux faire des boutures et les mettre ailleurs, ou même après retroquer, redonner pareil avec d'autres jardiniers, ou des fois il y a de plus en plus de comment ça s'appelle, des fêtes de la nature, des choses comme ça dans les villages où justement les habitants sont invités à venir avec des plantes qu'ils ont chez eux, des boutures qu'ils ont fait et ils viennent et comme ça chacun vient avec ses plantes, on fait du troc et on repart avec des nouvelles plantes et des nouveaux copains et je trouve ça intéressant. Donc là c'est la période, surtout au printemps, hein. Après ça se calme un petit peu, mais au printemps il y a souvent des trucs comme ça sympas à aller découvrir le dimanche matin, quoi, après la tisane. Et donc voilà, tu peux aussi diviser, marcoter les plantes. Tu sais, le framboisier, des fois il y a plein de petits framboisiers qui poussent, tu peux, avec ta bêche, ou avec ta bêche, tu viens et tac, tu t'enlèves un petit bébé framboisier et hop, tu le déplaces ailleurs, ou tu le donnes, ou voilà. Il y a aussi le figuier qui se marcote bien et ce que tu peux faire avec le figuier, j'avais un collègue ce qu'il faisait, il accrochait un sac plastique sur une branche d'un figuier, et dans ce sac plastique, il y avait de la terre en fait, et il faisait passer la branche dans la terre, dans le sac. Voilà, je pense que tu as capté. Et quelques semaines plus tard, en fait, la branche avait enraciné dans la terre, il n'avait plus qu'à couper. Il avait plus qu'à couper la branche et tac, il se retrouvait avec un autre figuier qu'il pouvait mettre ailleurs et je trouvais ça marrant aussi. Ce que tu peux faire, c'est prendre la branche, la coucher au sol et au sol, tu creuses un peu, tu remets de la terre par-dessus avec un petit caillou pour pas que la branche elle remonte et pareil, au bout de quelques semaines, tu pourras couper la branche et tu auras un nouveau figuier que tu pourras donner ou déplacer ailleurs. Donc déjà, voilà, c'est intéressant de multiplier aussi les plantes. Pour moi, c'est aussi une compétence qui est importante à développer quand on veut être jardinier, quand on veut être permaculteur, c'est de savoir multiplier les plantes. Donc, tu as plein de façons de le faire, hein. Maîtriser la semence, les boutures, le marcotage, diviser les plantes, etc., etc. Donc, c'est important pour moi de savoir faire ça. Et ensuite, tu pourras troquer, changer, multiplier aussi au sein même de ton terrain et du coup c'est hyper bien. Dernière petite astuce, c'est utiliser la biodiversité, la biodiversité que tu attires dans ton jardin, utiliser la faune, les animaux qui sont dans ton jardin. Les animaux, ils jouent un rôle crucial dans la dispersion des graines en fait. Souvent on voit les oiseaux comme ça, on ne sait pas ce qu'ils font, ils volent à droite, à gauche, mais en fait, si, ils viennent, ils cherchent des graines, ils cherchent des petits trucs à manger dans les arbres, ils déparasitent, souvent je le dis, ils sont tout le temps en train de picorer à droite, à gauche, et souvent, ils mangent des graines arrivées à l'été, à la fin de l'été, quand les plantes, elles sont en graines, ils sont là, ils mangent pas mal de choses, et en fait, ils mangent la graine, ils s'envolent ailleurs, ou même, il n'y a pas que les oiseaux, il y a les animaux aussi, les herbivores. Et ils vont disperser la graine un peu plus loin dans leur fiente. Et c'est comme ça aussi qu'on va avoir plus... Enfin, c'est comme ça que le végétal se déplace finalement. Et en utilisant les animaux pour disperser leurs graines. Et donc voilà, attirer plus de biodiversité dans ton jardin, automatiquement, ça va favoriser le fait que... tu vas avoir une diversité qui va s'installer au sein de tes végétaux et une multiplication qui va se faire naturellement, quoi.
Il y a aussi un autre truc, c'est que tu peux mettre des piquets pour attirer les oiseaux. Parce que pour moi, les oiseaux, c'est vraiment ceux qui ont le plus d'impact sur la dispersion des graines. Il y a une fois, j'étais chez un collègue, il avait un hangar et tout autour de son hangar, enfin presque tout autour de son hangar, il y avait beaucoup de sureaux noirs qui poussaient. Il savait pas pourquoi. Et sur le coup, je fais c'est vrai, c'est bizarre, il doit y avoir un truc sous la terre et tout. Puis après, en réfléchissant, en fait, je me suis dit, en fait, c'est les oiseaux et tout simplement, ils viennent manger les graines de sureaux noirs à la fin de l'été et quand ils se posent comme ça, parce qu'en fait, on voyait bien au-dessus du hangar, il y avait un endroit où je sais pas, il y a peut-être des crottes ou quoi, où j'avais repéré que les oiseaux pouvaient facilement venir. Donc du coup, je me suis dit, voilà, les oiseaux, en fait, ils viennent se poser, ils gîtent, et tac, ça fait pousser des sureaux noirs, quoi, voilà, tout simplement. Et donc voilà, vraiment, ils ont vraiment un impact assez fort au niveau de la dispersion des graines. Donc tu peux mettre des piquets, tu peux tendre des cordes, enfin, essayer de faire des perchoirs à oiseaux. Et du coup, là, ça va vraiment aider à la multiplication des plantes. Ce que tu peux faire aussi, c'est encore une fois non agir. Le fait de non agir, tu vas avoir ton sol qui va être plus vivant parce que voilà, il y a des végétaux qui vont pousser, il y a de la biodiversité qui va venir s'installer dans ces végétaux et automatiquement tu vas avoir un sol plus vivant, et qui dit sol plus vivant dit encore plus de végétaux, encore plus de diversité. Je t'invite à aller écouter, j'en parlais un petit peu dans mon podcast sur la tonte diversifiée. Décidément, j'ai beaucoup de podcasts à te faire écouter. Mais voilà, j'en parle un petit peu. Si tu veux commencer à faire du non-agir dans ton jardin, avoir des endroits où tu laisses la pelouse s'exprimer, la pelouse pousser, n'hésite pas à aller écouter mon podcast sur la tonte différenciée où je t'explique vraiment comment mettre tout ça en place sans que, voilà, si tu ne sais pas comment gérer tout ça, je t'invite à aller écouter ce podcast. Et voilà, ce que tu peux faire aussi, c'est favoriser la pollinisation. Plus tu vas faire plus tu vas favoriser la pollinisation, plus tu vas attirer les pollinisateurs, plus tu vas avoir de chances que tes plantes, elles se reproduisent. C'est tout simple, mais efficace, quoi. Donc, n'hésite pas à mettre voilà, n'hésite pas à attirer plus de pollinisateurs en essayant aussi de favoriser les fleurs. Par exemple, on parlait de tonte. Si jamais tu tombes à un endroit et que tu vois une plante qui est en fleurs, essaie de la laisser en fleurs. Pareil dans ton jardin. Si tu as des légumes qui sont en fleurs ou qui sont en fruits et que tu n'as pas forcément besoin de récolter ou quoi, n'hésite pas à en laisser un petit peu pour la nature aussi. Et comme ça, finalement, t'augmentes encore les chances que la graine termine un petit peu plus loin. Et pourquoi pas, moi, sur ma terrasse là où il y a de mes pots de fleurs, j'ai ma voisine, le long de sa porte, en fait, il y a chaque année des laitues qui poussent entre guillemets en mauvaises herbes le long du mur. En fait, c'est du goudron par terre. Et il y a son mur, et en fait, il y a le joint entre le mur et le goudron. Et il y a toujours des petites laitues qui poussent parce que, justement, moi, je laisse tout le temps les graines. Et même si je récolte les graines de laitue, des fois, j'en récolte pas, je les récolte pas toutes. Et du coup, il y a tout le temps des petites laitues qui poussent. Et voilà, tout ça parce qu'on laisse les graines faire aussi. C'est intéressant de laisser la nature. Déjà, on apprend, on observe comment ça se passe au niveau. Voilà, après les fleurs, il y a des graines. On découvre les différents stades des plantes. Et en plus, après, on les laisse se multiplier. Et du coup, c'est hyper intéressant. Et ça permet donc justement d'avoir des végétaux gratuitement dans son jardin. Et ensuite, ce que tu peux faire, comme on l'a vu, c'est aussi de favoriser les corridors écologiques. Tu sais, c'est la trame verte, la trame bleue, tout ça. En gros, c'est un peu comme l'histoire des haies. Voilà, essayer d'avoir des espèces d'autoroutes, moi j'appelle ça, pour que les oiseaux puissent circuler dans ton jardin. En général, ça facilite aussi les corridors comme ça facilite la migration des espèces qui se fait de plus en plus avec les changements de temps climatiques, on va dire réchauffement climatique entre guillemets, qu'il y a ces dernières années. On voit qu'il y a certaines espèces qui sont constamment en train de se déplacer pour les migrations, tout ça. Donc
Ça les aide à migrer parce que voilà, elles sont en sécurité dans ces corridors. Et si ces corridors ils passent par ton jardin, eh ben hop, tu refacilites encore la dispersion des graines et le fait d'avoir des plantes gratuitement dans ton jardin. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Si tu vois d'autres manières ou si tu as déjà testé d'autres manières, si tu as déjà testé d'autres manières pour avoir des plantes gratuitement dans ton jardin, n'hésite pas à le dire en commentaire. N'hésite pas à nous partager tout ça. Et voilà, la diversité, vraiment toujours, j'en reviens à la diversité, à certains points clés, à certains principes clés toujours. Souvent je cite les principes de permaculture, où je parle de diversité, je parle de durabilité, d'autosuffisance. C'est vraiment des points clés sur lesquels j'aime bien revenir et qui sont très importants. Donc la diversité, c'est vraiment le point de départ de la résilience. Ça aussi, c'est un point que j'aime bien citer. Et l'autosuffisance aussi. Et ça, c'est vraiment des points clés en permaculture. Diversité, résilience, autosuffisance. Et ainsi, tu crées des écosystèmes qui sont plus résistants aux maladies. Comme ça, tu attires des pollinisateurs, tu attires la faune de manière générale, parce que tu crées des habitats, tu crées de la nourriture, tu crées un endroit propice. Et en faisant ça, en fait, tu renforces la stabilité de ton écosystème. Et du coup, voilà, c'est hyper important tout ça. Donc voilà, si tu as besoin aussi d'un petit coup de main, ou si tu as besoin que je fasse le design de ton jardin, n'hésite pas à me contacter. D'ailleurs, j'ai fait un guide gratuit pour démarrer un jardin comestible. Ça va t'apprendre un petit peu à démarrer comme ça un petit design express pour ton jardin. C'est un petit guide en 5 étapes pour démarrer ton jardin, faire ton premier dessin, ta première esquisse. Donc n'hésite pas à aller dans la description et tu verras, il y aura un lien pour télécharger ton guide gratuit. Et sur ce, je te souhaite une magnifique journée et on se retrouve dans un prochain épisode. Salut!